Salut David Castello-Lopez. Bonjour Samy. Samy, merci d'être là. Je suis très content, très honoré de te recevoir. Moi aussi, je suis content. Je suis ton travail depuis longtemps. Ouais. Pour t'expliquer très rapidement le principe de Petit Kawa, il s'agit de confidences et de sujets rigolos pour une discussion comme deux copains dans un bistrot. Ok. Voilà. David, j'ai pour habitude de présenter mes invités en quelques mots très rapidement. Ouais. Je t'avoue, pour toi, c'était pas un exercice facile, on va pas se mentir. Toi tout seul, tu pourrais faire tourner une chaîne de télé. Je suis quand même obligé de regarder mes notes pour faire l'état des lieux. Tu es journaliste, réalisateur, monteur, auteur, musicien, chanteur, chroniqueur. Tu portes la même tenue depuis que tu es né, comme Steve Jobs. Tu as déjà fumé un surimi. Tu imites à merveille la reine d'Angleterre. Et puis au milieu de tout ça, comme tu t'ennuyais un peu cette année, tu t'es dit tiens, pourquoi je ne ferais pas mon premier one-man show? Ainsi est né du coup Authentique, que tu joues ce soir à la scène de Strasbourg. Exactement. Comment tu vas, David, aujourd'hui? Eh ben, je vais bien. Pratiquement tout était vrai, sauf que je m'habille pas pareil depuis que je suis né. Je m'habille pareil, Depuis en gros à peu quelques près années. pareil depuis 2013. Et avant, je m'habillais pareil, mais autrement. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de ce style? D'un coup, tu t'es dit c'est ça qui marche. Histoire de gain de temps. C'est un gain de temps, puis ouais, en fait, ça m'ennuie très fort d'acheter des vêtements. Donc je me suis dit, tiens, ça marche. C'est pas de. Ça marchera. Je me fais pas remarquer pour mon mauvais goût, ni pour ma créativité, mais c'est pas grave, elle sera ailleurs et voilà. Et avant, je m'habillais, je m'habillais pareil, mais pas pareil que ça ici. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 ans d'un peu très légèrement différents. C'était des tennis et des chemises un peu plus sombres. Et avant ça, c'était genre pantalon Dockers beige avec t-shirt bleu ou vert. Et ça pendant encore 6 ans avant. Donc en fait, voilà. Ah, t'es passé par des phases en fait. Mais là, je pense que je mourrais comme ça. Là, c'est vraiment, bon. Ok, donc pas né, mais tu mourras. Voilà, exactement. Ok. Tu me disais en off, c'est pas la première fois que tu viens à Strasbourg. Tu connais un petit peu la ville. Non, ben oui. J'ai fait mon stage de presse quotidienne régionale, donc à l'école de journalisme, aux dernières nouvelles d'Alsace. Chez nos confrères. Voilà, aux dernières nouvelles d'Alsace en avril 2007. Et quel souvenir t'as de la ville ou la région, en tout cas de l'Alsace? J'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais pas mon permis de conduire, donc j'ai pas pu vraiment beaucoup. Je l'ai toujours pas d'ailleurs. Moi non plus. Ouais, bah bravo. Mais toi, t'es né dans les années 90, donc du coup ça. 90, exactement. Voilà. Et donc du coup, j'ai pas pu voir beaucoup de choses. D'ailleurs, au DENA, il m'avait dit genre, si on avait compris que vous aviez pas votre permis de conduire, jamais on vous aurait mis un poste de reporter. Parce que j'ai fait plein de reportages dans tous les sens. Je suis allé au Königsbourg. Ah, tu connais bien le coin du coup? Ouais, légèrement. En tout cas, c'était vraiment il y a un mois super. Ouais. On s'est dit que là, pour le coup, dans ta tournée, t'allais peut-être pas avoir le temps de visiter la ville, t'allais peut-être pas avoir le temps non plus de replonger dans les plaisirs de la gastronomie locale. Alors, on a prévu de te faire un petit cadeau. Oh, ça fait plaisir. De toute la team. Oh. Mais alors du coup, tu risques de savoir ce que c'est, forcément. ouais. L'effet de surprise, ça va peut-être. Peut-être. Alors, j'ouvre je alors t'en maintenant. prie, carrément. Ah, c'est un kouglof. Tout à fait. Mais avec en plus un moule à kouglof. Un moule à kouglof. Un moule à mini kouglof. Grave. C'est un kouglof individuel qui va au four. Et ici, je te remets solennellement la recette du kouglof pour que tu puisses te ramener un peu d'Alsace chez toi. Ah putain, c'est trop bien. Et si vraiment ça te fait chier de cuisiner, je t'exprime un kouglof tout fait. Ouais. Non mais j'adore ça et ma petite amie est fan, mais genre fan sa race de kouglof. Des kouglof. Et ben voilà. Putain, super bien mise en page et tout. Ça fait super plaisir. Je peux regarder? Ouais, grave. Et en fait, on dit Kugelhopf. Ouais, on dit kouglof. Alors les origines du kouglof se discutent, on y viendra après, mais selon l'Autriche, l'Alsace, bah ouais, grave, bien sûr, ça fait pour. Est-ce qu'il est bon? Ah ouais. Il est pas un peu à la viande? Si, tu manges de la viande. T'es végé? Ouais, oh putain. Il y a de la viande. Il y a de la viande, il y a des lardons. En fait, t'as des kouglof salés, sucrés. Ah putain, je l'attendais pas du tout. T'as du fromage. C'est comme si on me dit genre tiens, voilà un flan. Tout à coup, tu te dis mais attends, Il y a des petits lardons dedans. il y a du ketchup, tu vois. Mais c'est très étonnant, mais très bien, bravo. Eh ben écoute, je suis content que ça te plaise et je voulais t'offrir aussi un objet parce que je sais l'importance que tu accordes aux objets, notamment aux objets quand ils vieillissent. Je sais que tu as un rapport cool avec les objets qui vieillissent, donc j'espère que ce moule à kouglof vieillira longtemps. Tout à fait, bien sûr. Toi. Et il y a même un petit trou pour l'accrocher au mur comme une sorte de décoration. Ouais, je me suis demandé si c'était pour l'accrocher ou si c'est pas pour pas qu'il explose dans le four, je sais pas quoi, mais. Ah oui, comme on perce les saucisses.
Peut-être qu'on perce les moules pour la même chose, quoi. C'est possible. Merci beaucoup, c'est monsieur. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Et je me demandais justement, est-ce que tu es quelqu'un qui entasse tes objets? Oui. T'as un rapport avec ça quand même, et t'es du genre à en ramener quand tu vas quelque part, en souvenir ou quoi? Ouais. Je me suis un tout petit peu calmé avec les années, mais quand j'étais enfant en particulier, j'avais vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire je ramassais des cailloux partout où j'allais et je les gardais. Et c'était des trucs hyper précieux pour moi. Et ma mère, elle les jetait parce que c'était un peu des ordures. Et moi, je tapais des crises terribles. Tu développes un affect, quoi. Mais bien sûr. Et c'était vraiment... Je me souviens, d'aller dans un endroit, je sais pas, une aire d'autoroute, et je dis, je veux me souvenir de ce moment. Et tu prends une merde par terre sur l'aire d'autoroute, et ensuite, et tu t'attaches complètement à la chose. Et alors, le truc que j'ai jamais cessé de faire jusqu'à maintenant, c'est que quand il y a un produit, disons, industriel, qui change de packaging, et dans l'agroalimentaire, disons plutôt, ou même les cosmétiques, je garde un exemplaire du packaging d'avant. Et j'ai comme ça, chez moi, des paquets de pâtes Barilla ancienne génération, des paquets de Rice Krispies, le Axe Marine que j'utilise depuis 20 ans comme déodorant, et j'ai toutes les étapes de différents Axe Marine. Mais ça demande un travail de malade, quoi, de suivre déjà si t'as une multitude de produits quand même. Mais non, c'est pas que tu les suis, c'est que tu vas au supermarché, tu vas au supermarché, tu dis tiens, ça a changé, et généralement ce qui se passe, c'est qu'ils écoulent le stock d'avant. Donc il y a un court moment où les deux packaging cohabitent, et là tu achètes l'ancien, quoi. Ok, du coup tu as une pièce réservée chez toi, une vitrine? Non, il n'y a pas tant que ça. C'est quoi l'objet le plus ouf que tu possèdes? J'ai gardé mes cheveux de quand ma mère aussi m'a gardé. J'avais les cheveux longs avant, mais genre vraiment très longs. Et un jour je les ai coupés en 2003, et j'ai demandé au coiffeur de me les attacher. Et ils sont dans une petite boîte, un peu comme une sorte de relique, un peu morbide en fait, un peu sordide, mais je l'ai. Et il y a des fois où je la regarde. Et je me suis. Mais ça contient une info, ce truc, c'est qui serait perdu sinon, en tout cas à ce point-là, c'est que j'avais les cheveux beaucoup plus clairs. J'étais un petit peu genre blond, alors que maintenant, vraiment plus du tout. Et voilà. Tu as des blondis? J'ai des blondis. Ok, est-ce que tu as un objet préféré au quotidien? Alors soit quelque chose que tu aimes beaucoup au quotidien, ou quelque chose que tu adores avoir entre les mains, parce que ça te fait kiffer, la texture, l'utilité du truc. Mais disons qu'un truc utile, pas forcément. Ouais. Moi par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a offert un cube en acier pour mon anniversaire. J'ai demandé qu'est-ce que c'était, il m'a dit mais c'est 1 kilo. Oh. Et j'adore avoir ce truc et qu'on me demande maintenant c'est quoi, je sais pas. Non, ça je peux. Et genre des objets un peu petits et très lourds, c'est agréable d'avoir ça dans la main. Il y a un truc un truc genre. Les poids que tu mets sur les balances. Exactement, ça c'est très cool. Alors attends, un objet que vraiment je suis content d'avoir au quotidien. Bon, je sais pas, cette montre par exemple. J'allais y venir. J'aime beaucoup les montres aussi, c'est des beaux objets. Et je sais que tu l'as depuis quelques temps maintenant. Depuis 3 ans. Des années suisses. Et pour le coup, t'as pas non plus cette. T'as pas déclenché une espèce de passion pour le truc, tu vois, comme beaucoup. Ça m'a pas déclenché une passion. T'as créé un vrai affect aussi avec, j'imagine. Ouais, puis en plus, il y a petite frange des gens qui me connaissent uniquement pour cet épisode sur les montres. Et donc, ils me font, ils me croisent dans la rue, ils les montres. Qui l'a encore. Et en fait, non, mais je suis assez content de l'avoir. Bizarrement, il y a un court moment où je me suis dit genre non mais je vais m'en acheter d'autres et tout, et il y a vraiment un truc intérieur de moi qui me dit que c'est débile, c'est débile, c'est vraiment, en fait c'est pas plus débile qu'un bijou, mais justement c'est beaucoup plus complexe. Je peux comprendre la fascination. Oui, mais il y a un petit truc quand même qui est genre en fait c'est un bijou. Oui. En fait, c'est un bijou parce que qu'est-ce que tu as besoin de posséder quelque chose qui soit comme ça et de le porter? Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Et du coup? C'est un bijou et c'est le seul bijou acceptable, en tout cas traditionnellement. Maintenant ça change et machin que ça, et chez les rappeurs c'est différent, etc. Mais disons que traditionnellement, c'est le seul bijou que même les types genre Lino Ventura, genre les types hyper virilité traditionnelle comme ça, ou James Bond, il peut avoir une montre. James Bond, ou les boutons de manchette éventuellement. James Bond, il peut pas avoir un collier, des boucles d'oreilles, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est une façon d'avoir un truc précieux avec des métaux précieux, etc. Tout en étant genre canal historique de virilos, quoi. Ouais, carrément.
Et plus le temps passe, j'imagine, plus tu l'aimes bien cette montre aussi. Ouais, bah bien sûr, bah ça c'est tout. Enfin, alors ça c'est vraiment un trait de caractère, c'est-à-dire que je vais dans un endroit une fois, c'est déjà une habitude. C'est-à-dire que j'ai hâte de retourner dans cet endroit, même si l'endroit il est pas bien, c'est genre oh j'y suis déjà allé. Donc voilà, donc l'idée d'avoir une montre, et plus le temps passe, plus les choses prennent de la Il y a une valeur. idée de nostalgie aussi là-dedans. Oui, bien sûr. Ouais, carrément. De terreur du temps qui passe plutôt, c'est plutôt. On en est là. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des objets que tu peux pas saquer? Je me suis posé cette question là il y a pas longtemps, je me suis dit que je ne peux... En fait, je sais pas si c'est l'objet en lui-même ou les gens qui l'utilisent, mais je ne peux plus voir ces roues électriques avec 2 cale-pieds dessus. Ah oui, tu oui, vois. oui. En fait, ça me répile. j'avoue que le premier mouvement de mon cœur, souvent, c'est me dire « Ah, c'est ridicule, ah, ce con avec sa roue », puis après, j'essaie de dire « Attends, pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'enlève à moi ? Pourquoi ça m'énerve ? Il n'y a aucune raison fondamentalement que ça m'énerve. C'est visuel, hein. Et donc voilà, donc en fait, j'essaie de lutter contre mon propre... ma première réaction qui est de dire ça m'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve ? Arrête énerve-toi pour des vrais trucs, quoi, tu vois, ça n'est pas énervant. Quoi. Comme les gens qui disaient, mais alors moi, les perches à selfie, mais alors je supporte pas, j'ai envie de les tuer, les gens. Mais qu'est-ce que ça t'enlève qui te prennent des photos avec une perche ? Mais c'est ça qui est intéressant, la question de l'énervement, ce que ça te renvoie quand même, ce qui t'agace. Parce que moi, je sais pas si c'est ridicule, je sais pas si je trouve ça ridicule, j'ai pas l'impression que je trouve ça ridicule. C'est ça qui est encore plus dingue, quoi. C'est que je n'ai aucune. J'ai pas la source. Mais en fait, quand on trouve pas de véritable raison d'être énervé par quelque chose, eh ben, il faut cesser d'être énervé. Il faut cesser d'être énervé, en fait. C'est pragmatique, mais c'est vrai. Et donc, un objet qui m'énerve, j'ai une VMC qui fait du bruit dans mes toilettes. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Le rôle d'une VMC, c'est d'être discrète et de recycler l'air vraiment en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Et là, elle te dit vraiment « Je suis en train de recycler de l'air, ok ? Tout le temps, ça tourne. » Et j'ai envie de dire, elle fait mal son travail de VMC. J'imagine qu'il y a une question qui te taraude, à moins que tu ne l'aies peut-être déjà élucidée à l'époque. Depuis quand ça existe ? Depuis quand ça existe, les choses de la vie, nous ne savons pas. Et ben moi si. Ah, les moules à Kouglof ou le Kouglof en général ? Ah non, je sais pas, mais ça c'est des formes qu'on voit sur des tableaux anciens, ça. Donc je dirais, ouais, 17e, 16e, 17e, peut-être. Alors presque, on ne sait pas exactement l'histoire, il y a plusieurs histoires qui se disputent comme souvent pour les vieux trucs, mais ça date au moins du 18e siècle. Et l'une des histoires dit que le Kouglof aurait été inventé pour la première fois à Ribeauvillé. Et en fait, c'est carrément les rois mages qui l'auraient conçu la première fois pour remercier un autre qui s'appelait Kougel. D'où le nom du Kouglof. Ouais. Et en fait, la forme un peu originale de cette brioche est inspirée des turbans des rois mages qui étaient sur la tête, tu vois. Donc ils ont essayé de reproduire un gâteau avec la forme de leur turban pour l'offrir à Kougel. Alors, cette histoire me paraît à prendre avec des pincettes. J'ai quand même beaucoup travaillé sur les origines des choses et il y a des histoires genre quand tout rentre bien dans des cases comme ça machin. Il y a le côté rationnel. Je dirais que c'est plus que les rainures, ça doit être que c'est plus facile à démouler, qu'on a fait ah tiens et par ailleurs ça ressemble à un truc du roi mage. Vas-y viens on dit c'est les rois mages. Tu vois. J'aurais tendance à dire qu'il y a un truc fonctionnel au départ et que ensuite quand on a une histoire pour vendre quelque chose c'est toujours plus joli. C'est toujours mieux quoi. Voilà. Et en tout cas pas toujours accroché aux histoires du coup. D'avoir eu tellement de temps à chercher l'origine des choses, c'est pour aussi contrecarrer un peu les légendes, parce que ça te plaît pas d'avoir des légendes. Moi j'adore quand c'est vrai. Ouais. Moi j'ai une passion pour la vérité. Ça m'est arrivé sur Europe 1 quand je faisais les origines des choses. Il y a plein de fois où j'ai raconté une histoire fausse. Et je dis genre, et elle dit mais pourquoi tu la racontes ? Parce qu'elle est super. Et une histoire fausse mais bien, c'est toujours mieux qu'une histoire vraie mais pas bien. Il y a un dicton en anglais qui dit Never let the truth get in the way of a good story. Ne laisse jamais la vérité gâcher une belle histoire. Et c'est un peu ça. C'est vrai. Tu as passé des années du coup à essayer de comprendre l'origine des choses. C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris ? De l'origine, t'as le plus surpris, t'as vraiment pris une claque Il y a une histoire que je trouve fascinante et j'en ai parlé sur Europe 1 et j'en ai parlé sur Arte et tout le monde a l'air de s'en foutre, c'est-à-dire que c'est vraiment des épisodes qui ont eu très peu de succès et moi je me dis mais c'est pas possible, comment elle est ouf cette histoire. C'est les origines de la légalisation de l'avortement aux États-Unis. En gros, la légalisation de l'avortement aux États-Unis, elle s'est faite sur la base, comme très souvent, c'est une petite histoire
qui est prise dans un tribunal et qui va jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême, elle rend un jugement et ce jugement, il devient une loi. Et c'est comme ça que la légalisation a été légalisée aux États-Unis dans les années 70. Et l'histoire de départ qui a donné lieu à cette légalisation, c'est l'histoire d'une dame qui a dit « Ouais, moi je veux avorter, mais j'y arrive pas, c'est chiant, j'habite au Texas. » Des avocats ont pris son histoire et ils l'ont montée. Sauf que cette personne, en fait, déjà, elle avait abandonné 3 de ses enfants avant, et surtout, après que la légalisation a été, que l'avortement a été légalisé, elle est devenue une porte-parole des anti-avortements. Et c'est une histoire, mais avec des retournements dans tous les sens. C'est genre, la personne qui est censée être l'étendard du droit à l'avortement aux États-Unis. Mais sous la pression de quelqu'un ou elle a... Non, elle voulait avorter. Il y a un avocat qui lui a dit, bah tiens, on peut essayer. Alors, bien sûr, une fois quand sera abouti à la Cour suprême, t'auras déjà accouché, donc ce sera pas pour toi, mais tu participes à un mouvement, quoi. Ouais. Et elle a dit, ouais, d'accord. Et pendant un moment, elle a été pro-avortement. Puis ensuite, elle a switché, quoi. Et moi, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est que du coup, qu'elle a dû être sous la pression de gens qui ne voulaient pas ça, quoi. Bah alors, le truc, c'est que elle a avoué vers la fin de sa vie que ce qu'elle aimait bien, c'est qu'on parle d'elle. Et en fait, dans un premier temps, on a parlé d'elle, le côté pro-avortement a parlé d'elle comme un étendard, puis ensuite c'est l'autre. Effectivement, elle a été payée d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs pour donner des speeches, etc. Pas beaucoup d'argent. Et en fait, la vérité, oui, c'est qu'elle aimait bien la lumière et que c'était une façon sans doute d'être mise en avant. Mais j'adore cette histoire parce que ça montre que c'est complexe, quoi. Que c'est pas genre, bah oui, évidemment que la meuf qui a donné lieu à la légalisation de l'avortement, elle est pro-avortement. T'avais réussi à synthétiser ça, du coup, dans un épisode ? Ouais, 2 fois même, dont sur Arte, et je l'avais reposté et tout ça, machin. Et je sais pas, il y a peut-être un truc d'algorithme, genre les trucs d'avortement, ils sont pas mis en avant parce que tout le monde s'en branle. C'est un truc de fou, quoi. On a un petit truc chez Stup qu'on propose à chaque invité, c'est les 3 questions random de la rédac. D'accord. Il y a 3 questions là-dedans, je veux bien que tu les lises à voix haute, que tu prennes le temps d'y répondre. Ok, alors... C'est quoi ta matière préférée ? Coton, soie, mohair, laine, latex, plastique, etc. Non, je crois que je vais être assez coton. Coton, je trouve que c'est bien. La soie, c'était mais c'est trop, ça glisse et tout. La laine, c'est bien, mais quand la laine c'est mouillé, par exemple, il pleut, ça c'est insupportable. Le latex, ça a vraiment des avantages, quoi. C'est imperméable, tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de sensualité dans le latex, tu vois. Pas très confort. Enfin, c'est pas mon idée de la sensualité, c'est l'idée de la sensualité de certaines personnes. Il y a une certaine sensualité. Et plastique, encore une fois, très pratique, mais pas noble, quoi. Donc coton, vraiment coton, avec 100% de mon cœur est sur le coton, quoi. Est-ce que tu pourrais m'apprendre quelque chose, me dire un truc que je ne sais pas ? Mais je ne sais pas ce que tu sais. Les feuilles A4, elles font 21 par 29,7. On se dit pas pourquoi, attends, c'est pas rond, c'est quoi ce truc 21, 29,7 ? Parce qu'en fait, on s'en fout que ce soit 21, 29,7. L'important, c'est le ratio de l'un sur l'autre. Et le ratio de l'un sur l'autre, c'est 1 sur racine carrée de 2. Là, on pourrait dire qu'est-ce qu'on s'en fout encore. Mais 1 sur racine carrée de 2, c'est une sorte de ratio magique qui fait que si tu as une feuille à 4 et que tu la coupes en 2 par le milieu, et ben les 2 feuilles que tu obtiens, elles ont exactement le même ratio de 1 sur racine carrée de 2. Et donc, ça, c'est super pratique quand tu changes les mises en page. C'est-à-dire que, mais non, on voudrait que ce soit plus petit, imprimé sur plus petit finalement. Eh ben, c'est pas grave, on réduit juste la taille de la feuille et ta mise en page, la proportion de ta mise en page, elle reste la même. Merci pour cette info. Voilà. Je t'en partage une aussi, on parlait de Néréus avant. Ouais. J'ai appris il y a pas longtemps que Newton est aussi l'inventeur de la chatière. Ah. Puisque quand il bossait dans son labo sur la lumière, il avait besoin d'obscurité, donc de s'enfermer. Ouais. Sauf que sa chatte aimait faire des allers-retours tout le temps. Ouais. Donc il a créé un petit trou dans la porte avec un portillon pour qu'il puisse... Ah bah trop bien, bah oui, souvent tu te rends compte que les gens qui sont très forts dans un truc, plein de trucs, ils sont très forts dans à peu près tout. Et c'est le cas de Newton. Voilà. C'est vrai. Comme Franklin, quoi, Benjamin Franklin, quoi. Oui. Donc, homme d'État, rédacteur de la Constitution, il a fait des expériences dans tous les sens, c'est lui qui a inventé le paratonnerre, enfin, c'est smart. Ouais, voilà. Ah, il y en a une troisième, non ? Il y en a une troisième, tout à fait, la dernière. Ok. C'est quoi la chose la plus bizarre que tu fais quand t'es tout seul ? Quand je suis tout seul, ce qui est assez rare, mais ça m'arrive de répondre à des interviews imaginaires, à des journalistes imaginaires, mais en mode offusqué à mort, tu vois. Genre, dans la triche, je
Je peux pas vous laisser dire ça. Ouais. Tu vois. Non, si, ça c'est un truc. C'est très chelou. C'est un truc que je fais ça, genre même des engueulades tu fais tout seul. Genre, mais tu te rends compte de ce que tu dis. Tu te rends compte de ce que tu dis et il y a personne en fait. Non, ça c'est, je le fais tout complètement aussi. Tous les jours, même quand je suis avec des gens d'ailleurs. Ouais. Tu parles à des gens qui sont pas là, à côté de gens qui sont là. En fait. C'est clair, c'est ouf. Et non, je cherche un autre truc que je suis susceptible de faire. J'étiquette des trucs, mais ça c'est pas si étrange que ça. Ah, t'as c'est un peu une normal. Dimo. J'ai une Dimo. Ça, c'est folie, regarde. J'ai Paf. une Dimo. Ça, Bam, Dimo. j'adore, c'est trop bien. On est beaucoup à chercher l'origine des choses, à s'intéresser au commencement, c'est même le métier des archéologues. Hein. Et en fait, je me disais qu'il n'y a jamais personne qui s'intéresse au pourquoi de la fin des choses. C'est jamais un truc auquel tu t'es intéressé. Je pense à plein de trucs qui ont disparu, genre rien que depuis que je suis né moi jusqu'à aujourd'hui. Je pense à la tectonique, je pense au blanc avec des dreads, tu vois, au Sarouel. Bonne question sur la tectonique, parce que la tectonique n'a pas disparu vraiment. La tectonique, elle a été... encore. Non, elle a été, en fait, les pas typiques de la tectonique, ils ont été intégrés aux danses électro, et si tu regardes des danseurs électro pro aujourd'hui, tu verras qu'il y a des moves qui sont exactement des moves de tectonique. Mais elle n'avait pas assez de personnalité pour exister en tant que telle, quoi. Oui, voilà, puis ça a cessé de s'appeler tectonique, et puis... on a déjà résolu ça. Et voilà, et donc voilà, mais là, c'est un bon exemple de truc de genre, bah non, ces trucs comme ça, etc. Regarde les danseurs pro électro aujourd'hui, et bah tu verras des trucs de tectonique. Et moi, en plus, le truc avec la tectonique, c'est que j'ai toujours... je me souviens quand c'est apparu, alors il y avait des petits trucs ridicules, c'est surtout le sérieux avec lequel ils faisaient ça que c'était... Il y avait un truc ridicule dans, genre, le fait de le faire comme ça et de faire des trucs avec tes bras comme ça, je dis non, c'est marrant. Et d'un coup, si tu prends ça comme une danse un peu rigolote, il y avait les costumes c'est avec chambé, aussi, quoi. Qui étaient C'est chambé, c'est chambé. À fond. Il y avait un truc avec l'image effectivement qui décrédibilisait un peu. Ouais, c'était un peu machin, mais il y avait, je me souviens qu'il y avait un danseur à l'époque qui s'appelait Spoke et qui lui n'était pas du tout ridicule, quoi. Il dansait la tectonique et il est toujours danseur professionnel aujourd'hui. Et Spoke, en 2007-2008, voilà. Moi, je suis désolé, je t'ai embrayé direct sur la tectonique. Mais de ouf, mais comme ça on a déjà résolu cette affaire-là. Il y a d'autres trucs s'il y a un truc que tu pouvais ressusciter, qui a disparu. T'as déjà posé cette question-là? Ouais. Il y a une glace que je mangeais tout le temps quand j'étais petit au Portugal, qui s'appelait le Super Maxi. Olá, Super Maxi, super gelados, super sabores. Et c'était la glace la plus basique du répertoire des glaces portugaises, qui était juste une sorte de glace à la crème, toute blanche, sucrée, avec un nappage de chocolat. Le truc, la simplicité parfaite, c'était... Voilà, bien sûr. Et le logo, c'était un chien qui aimait bien les glaces, alors il disait vas-y mange mes glaces. Et moi j'avais ça, et c'est resté très longtemps, hein. Jusqu'à il y a 5-6 ans je pouvais encore manger des Super Maxi. Ça a disparu et ça me fait de la peine très fort. Donc je suis pour ressusciter le Super Maxi. J'ai vu qu'il y avait un petit groupe sur internet de Portugais qui veulent ressusciter les Super Maxi, mais je crois qu'ils sont genre 100. Donc c'est pas suffisant. Ils doivent avoir des très bonnes raisons de pas faire le Super Moi je Maxi. pense, David, que parmi ceux qui veulent leur réhabiliter, tu es celui avec la plus grande communauté, donc tu devrais clairement... C'est vrai, je devrais complètement. Mais alors franchement, je pourrais le dire, mais il faudrait que je le dise en portugais, mais si le Olá, qui est le nom de la glace, la marque de glace, ils veulent ressusciter le Super Maxi, je veux bien le faire gratuitement. Ok? Voilà. Cool. Por que já não há Super Maxi, pá? Que é o gelado da minha infância, é o gelado que mais gosto de todos os gelados da Olá e já não existe. Eu posso dizer outra vez, se a Olá ressuscitar o Super Maxi, eu faço a publicidade gratuitamente, ok? On encourage clairement cette démarche. Voilà. Je peux le dire en portugais. Mais... Dans ton spectacle, du coup, tu te questionnes non plus sur l'origine, mais sur l'authenticité des choses, des humains, des animaux. Quelquefois, je suis seul chez moi le soir et je me sens down, me sens un petit peu down. Et tout à coup, je commence à imaginer que les nazis n'étaient pas allemands, mais portugais. Et je ris. Ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé... La lista do José, l'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme. Tu as dit, on ne se pose jamais la question de savoir si une loutre ou un arbre est authentique, tandis qu'on peut se questionner tous les jours sur les gens autour de nous. Je suis complètement d'accord avec ça. Comment tu te situes toi là-dedans?
Sur ma propre Sois authenticité. authentique. Ouais. À combien de pourcentage tu te considères comme authentique? Je pense pas que je suis très très élevé, mais par rapport, disons, peut-être à, je sais pas, peut-être la moyenne des gens, j'ai peut-être un peu plus réfléchi à la question, et je crois que je suis un peu lucide quand je suis pas authentique. C'est-à-dire que je me rends compte que là, t'es en Je suis train en train de me mytho de ouf là. Ouais, et surtout, tiens, je suis en train de dire ça, soi-disant, parce que en fait, j'ai envie de transmettre une information, alors qu'en fait, c'est parce que je sais que ça me rend cool de le dire. Voilà, je suis un peu plus lucide que la moyenne sur ce genre de truc, mais je suis encore très... tous les jours de ma vie, je me dis, ah bah non, là, je fais ça parce qu'en fait, j'aime pas l'image que ça renvoie de moi-même, tu vois. Le regard des autres a encore une grosse influence sur moi. Et de ce point de vue-là, je pense que les gens les plus authentiques, c'est les gens qui vraiment font fi de ça. Mais il y a un prix à payer toujours très cher d'en avoir rien à foutre du regard des autres. Ouais. Et c'est, voilà. Ouais, clairement. Moi, ça me fait penser à cette. Je sais plus dans quoi j'ai lu ça. Il me semble. Je me demande si c'est pas dans les accords Toltec. Mais cette phrase qui dit que les accords Toltec. qui dit que la sagesse, c'est quand les paroles, les actes et les pensées sont en parfaite harmonie. Donc Oui. tu penses que tu dis. Mais c'est impossible d'arriver à ça. C'est en très, vrai, très- l'authenticité parfaite pour un humain, c'est. C'est très très dur. Moi, j'ai essayé il y a un moment, quand j'avais 29-30 ans, et à un moment, je me suis dit, maintenant, je dis toujours ce que je pense. Et je me suis brouillé avec des gens, en fait, Ah ouais. très très vite. T'as un bon Même connard si aussi. tu le dis gentiment. C'est-à-dire que souvent le truc, c'est que les gens, ils ont un truc à dire sincère à quelqu'un qui n'est pas agréable à entendre, et au lieu de le dire de la façon la plus douce possible, ils le disent en plus de façon désagréable. Et là, du coup, ça devient une agression. Quand on me demande qu'est-ce que tu penses de mon truc, qu'est-ce que tu penses de mon livre, qu'est-ce que tu penses de mon spectacle, qu'est-ce que tu penses de mon film, qu'est-ce que tu penses de machin, moi j'avais dit genre, On est raccord. à partir de maintenant, je dis ce que je pense. Et je peux le dire gentiment, mais je vais le dire. Et en fait, déjà, c'est beaucoup plus dur. En fait, on vit dans un monde de mythos, quoi. Oui, c'est un monde très hypocrite, peut-être un peu plus qu'avant aussi, parce qu'on est plus scruté qu'avant. Plus il y a de gens qui te regardent, et plus la pression est grande. Et donc tu dis le moindre truc un peu à côté, tu te fais défoncer ta race. Une des conséquences de ça, c'est de baisser le niveau de sincérité moyen, quoi. Voilà. C'est pas Ok. mal ce que j'ai dit là, non? Très clair. C'est cool, hein? On le gardera en Ouais, extrait. ouais. Tu as un chat plutôt connu maintenant qui s'appelle Nereus, Nereus. que tu as acquis initialement pour un tournage de Depuis quand ça existe les chats sans poils. Le voici, il s'appelle Nereus, il a 6 mois et il a coûté 1100 €. Tu questionnes pas mal l'authenticité des animaux dans ton spectacle. Est-ce qu'il a une place dans ton spectacle Nereus? Et ma deuxième question est quelle relation aujourd'hui tu as avec Nereus? Est-ce que tu as une relation authentique? Il n'a pas de place dans le spectacle Nereus, mais j'ai une relation, je pense, avec lui assez bonne. J'ai pas pour lui un amour complètement démesuré. Je fais en sorte qu'il ne décède pas. Je lui donne à manger, je lui fais des câlins. Il est adorable. Ça, c'est vraiment un truc très bien. C'est-à-dire qu'il est vraiment très laid. Et ça, il y a vraiment des gens que pas tout Nereus avoir. dégoûte énormément et qui... Enfin si, on peut complètement tout avoir, mais lui, pas. Voilà. Lui, c'est pas son cas. Lui, il est vraiment moche, mais il est tellement gentil. Vraiment, il est câlin, il est pas chiant, il est tout ça. Et tu le sens vrai? Tu le sens authentique? T'as l'impression qu'il te l'a fait à l'envers de Il ouf. peut pas faire autrement que d'être authentique, hein, puisque c'est un chat. Mais ma petite amie, je l'aime énormément, d'un amour très très fort, et donc je pense que dans l'ensemble, il reçoit tout à fait assez d'amour, quoi. Si tu veux finir en 1 minute par pitcher ton spectacle face caméra, en portugais, t'es bilingue. Oui. Si tu peux pitcher ton spectacle, on sous-titrera. Estou aqui em Estrasburgo para fazer o meu espetáculo que chama-se Autêntico. Há danças, há música, toco um bocadinho de guitarra no palco, também faço, e há um bocadinho de filosofia também, e muitas piadas, claro. Por isso, por favor, vêm ver o meu espetáculo aqui em Estrasburgo e no dia 18 de abril de 2024, no PMC. Venez, moi j'ai un attachement très fort avec l'Alsace et en particulier avec Strasbourg parce que j'y ai vécu pendant 1 mois quand j'avais 25 ans et j'ai adoré. Et j'aimerais que vous me rendiez un petit peu de l'amour que je vous ai donné. Merci beaucoup. Ça arrivera dans les bonnes oreilles. Merci en Très tout bien. cas d'avoir Merci pris le à temps, toi, c'est Samy, vraiment merci cool, on a beaucoup. débordé un petit peu. Et je prends mon coup de bluff. Bah ouais, de ouf.